Roissy Olson, bonjour. Bonjour Blanche. Vous êtes présidente directrice générale de Birimian Ventures. Vous avez fait toute votre carrière dans le capital investissement et les services financiers en Afrique. Et vous signez aujourd'hui cet ouvrage, Iconic Africa, la mode de demain sera africaine ou ne sera pas, qui vient de paraître aux éditions Débat Public. Alors dans cet ouvrage, vous dessinez les stimulants contours d'une révolution créative africaine, c'est comme ça que vous l'appelez, qui, depuis une petite quinzaine d'années, se développerait sur le continent grâce à une puissante avant-garde qui mêlerait avec créativité et détermination tout le savoir-faire et cette culture millénaire africaine avec le meilleur de l'innovation. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce nouveau paysage, cette nouvelle émulation, et puis surtout comment est-ce que vous avez découvert cette nouvelle créativité africaine ? Alors je dirais qu'en fait, tout a commencé lorsque je me suis installée en Côte d'Ivoire en 2016, puisque je travaillais depuis des centres financiers européens tels que Londres et Paris. Et mon installation africaine a été un éveil véritablement créatif, parce qu'en fait, j'ai notamment découvert une jeunesse afropolitaine qui en fait était totalement décomplexée, débridée et qui avait à cœur de montrer ce qu'elle avait de plus profond en elle, c'est-à-dire sa culture. Cet exemple ivoirien est également palpable dans tous les autres pays du continent, ces 54 pays, donc le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et ainsi de suite. Il y a véritablement cette volonté de réinterpréter un héritage culturel et un patrimoine très profond selon des codes contemporains. Alors à quoi est-ce que ça ressemble concrètement ? Ce sont des créateurs tels que Kenneth Aizé au Nigeria, Tebe Magugu en Afrique du Sud, ou alors Aristide Loa, Kente Gentleman en Côte d'Ivoire, qui s'inspirent d'éléments très symptomatiques de cette culture, le pagne tissé, l'indigo, certaines techniques traditionnelles, et qui créent des collections profondément modernes. Le deuxième aspect, en fait, c'est qu'en fait, ce bouillonnement est porté de l'intérieur, c'est endogène. Parce qu'en fait, on est face aussi à un phénomène, ce qu'on appelle les afropolitains ou l'afropolitanisme, comme j'aime le dire. C'est-à-dire, c'est les ripats, la diaspora, qui rentrent sur le continent et qui souhaitent y développer des modes de vie, des cultures vestimentaires telles qu'ils les ont vues à l'international, mais en restant profondément ancrés dans cette fierté africaine. Et enfin, ce sont les réseaux sociaux qui permettent la multiplicité de la diffusion de ces créations et de ces différents visages culturels et créatifs au monde. Donc, afropolitanisme, réseaux sociaux et enfin création réinventée selon des codes modernes font qu'on a un bouillonnement créatif incroyable et extraordinaire qui donne une nouvelle lecture finalement de l'Afrique sur elle-même et au monde. Très bien, alors ce bouillonnement que vous décrivez, cette nouvelle avant-garde afropolitaine, comment est-ce qu'elle parvient à s'émanciper des codes dominants occidentaux de la mode, d'ailleurs mode occidentale qui elle-même s'en nourrit, s'en inspire et la plébiscite? Bien sûr, je pense qu'en fait tout a vraiment commencé, comme vous l'avez dit, il y a une quinzaine d'années, et le fait qu'il y ait cette convergence culturelle entre art, mode, création, art visuel, photographie, et également entertainment, donc musique et cinématographie, ont montré en fait au monde cette diversité et cette richesse culturelle. Et donc du coup, in fine, cela contribue à accélérer en fait ce mouvement de croissance que l'on voit. Et les créateurs eux-mêmes ont compris que leur terrain de jeu, finalement, c'était aussi l'Afrique, puisque c'est 1,4 milliard d'habitants, 18% de la population mondiale. Ce marché intérieur peut être un marché significatif pour eux en termes d'opportunités business, de croissance et de développement. Et donc le diktat européen ne fait plus loi dans cette volonté aussi d'émancipation de cette jeunesse culturelle et créative qui veut prendre le pas et le pouvoir sur sa destinée. Très bien, alors vous avez parlé de marché, vous chiffrez dans l'ouvrage à environ 31 milliards de dollars, je crois, l'étendue de ce marché de la mode et de l'habillement sur le continent. Vous relevez aussi très justement les atouts absolument considérables dont bénéficient les différents pays africains de ce point de vue-là. Je pense évidemment à l'or blanc, le coton, et puis au cuir, aux minerais. Donc on se dit, ils ont tous les atouts entre leurs mains. Et pour autant, et là j'ai une petite ombre au tableau, parce qu'on est très positif depuis le début de la conversation, mais c'est que pour autant, tout ce potentiel-là, il est sous-exploité aujourd'hui. Beaucoup des matières premières partent en Chine. Comment est-ce que vous expliquez, alors non pas ce gâchis, mais cette opportunité qui n'est pas encore pleinement affirmée, intégrée ?
Totalement, et c'est tout le paradoxe en fait, qui repose sur le manque d'infrastructures de transformation locale. C'est-à-dire que l'Afrique, depuis toujours, a une terre qui est très riche en termes de production de ressources naturelles, mais n'arrive pas à les transformer en produits finis avec une forte valeur ajoutée. Toutefois, on observe certaines initiatives qui sont de plus en plus nombreuses sur le continent et qui permettent en fait de la production, donc de la transformation par exemple sur le coton, en fibres de coton en matière textile, et qui permettent d'avoir une production made in Africa. Je citerai par exemple Rise2P, qui est une plateforme qui crée des parcs industriels à travers le continent, et j'ai visité l'une des premières unités de production au Togo il y a à peu près 3 mois, au Togo et au Bénin, qui produisent des t-shirts, des collections, des habits made in Bénin, made in Togo et bientôt made in d'autres pays d'Afrique. Donc l'espoir est permis parce que le continent s'organise dans sa capacité de transformation et de production locale. Mais espérer ne fait pas tout. Il faut aussi lancer un appel à des acteurs investisseurs et tout autre qu'ils soient pour permettre de donner une réalité justement à ces capacités de production locale. Très bien. Alors, vous, ce que vous appelez de vos voeux dans cet ouvrage, c'est notamment d'inciter un nouveau système à la fois de financement, d'investissement et d'institution aussi, tout simplement, à l'échelle du continent. Et selon vous, ça doit se faire à l'échelle panafricaine. Et même, vous appelez à la création de cette institution de la mode panafricaine. Est-ce que vous pouvez nous décrire pourquoi est-ce que tout ça doit être appréhendé à l'échelle continentale et non pas pays par pays? Déjà pour créer en fait des synergies et une capacité de travailler ensemble. L'Afrique, c'est 54 pays. Si chacun de ces 54 pays devait dialoguer avec des acteurs internationaux pour établir des ponts culturels, ça créerait une cacophonie. Donc avoir, à l'image de toutes les institutions panafricaines d'ailleurs, l'Union africaine et ainsi de suite, ce serait d'avoir une organisation dont le rôle serait de structurer la mode africaine pour la faire dialoguer avec ses contreparties internationales. Et du coup, elle aurait des antennes qui seraient locales, régionales et continentales et qui lui permettraient en fait de fédérer cette richesse, ce potentiel, mais aussi d'être un acteur très puissant et influent sur le financement de la formation, le financement de la protection du patrimoine culturel africain qui est très riche, la structuration des écosystèmes créatifs de chacun des pays, et ainsi de suite. Nous avons besoin d'énormément de structuration au sein du continent et dans notre domaine créatif. Donc, d'où l'appel que je lance auprès des États africains et des institutions de développement africaines pour la création d'une organisation panafricaine de la mode qui aurait pour rôle donc d'agir sur le renforcement de capacité des acteurs de la chaîne, la protection intellectuelle de notre patrimoine culturel et créatif, le dialogue collaboratif avec des institutions internationales, le financement de l'écosystème et de la création, et ainsi de suite. Bref, une organisation qui permettrait de structurer l'écosystème créatif sur le continent dans sa richesse et sa diversité. Très bien. Alors, il y a une autre question qui est centrale dans votre ouvrage, c'est celle des talents. Vous décrivez aujourd'hui des talents bruts, des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération, mais là encore, on manque de structuration. Sur cette question de la formation et du capital humain, quelles sont les modalités d'action selon vous? Elles sont énormes parce que bien sûr, au sein du continent, les différents pays ne sont pas au même niveau en termes d'infrastructures de formation, d'encadrement et de renforcement de capacité. L'Afrique du Sud, par exemple, est très loin devant un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Donc en fait, là encore, on ne peut pas généraliser les problèmes de formation qu'on peut rencontrer sur le continent. Pour autant, d'où l'intérêt de cette organisation panafricaine de la mode, ce serait justement d'avoir des antennes et d'œuvrer à la création de ponts entre des pays africains et des institutions de formation ou des écoles reconnues à l'échelle internationale en France, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, pour vraiment créer en fait des ponts, du renforcement de capacité. On n'a pas souvent parlé aussi du mécénat de compétences. Il y a énormément de personnes très talentueuses sur la scène internationale dans les différentes capitales fashion que sont Londres, Paris ou New York, qui ont vocation ou qui
souhaiterait encadrer la création africaine. Et donc nous, fondamentalement, à travers cet ouvrage, en tout cas nous, Afropolitains, nous, Africains, nous appelons à la collaboration culturelle, à la mise en place de ponts entre nos deux rives que sont l'Afrique et nos 54 pays, et l'Europe et le reste du monde, parce que nous pensons que nous sommes prêts aussi à montrer ce que nous avons de plus beau à offrir, à démontrer que le continent peut produire du beau, de l'élégance et de l'exception, mais que nous n'avons pas non plus la prétention de dire que nous savons tout et que nous avons tout. Pour autant, la mode de demain sera africaine, ne sera pas, parce qu'elle inondera naturellement les univers créatifs que nous voyons dans le reste du monde. Merci beaucoup. Et alors, dernière question qui aborde, selon moi, un des passages les plus stimulants de votre ouvrage. Ça concerne ce que vous avez appelé la slow fashion, en opposition à la fast fashion, qui est ce modèle particulièrement décrié à la fois par la production qui préside à ce modèle et évidemment les pratiques de distribution et de consommation que la fast fashion entraîne. Et selon vous, l'Afrique serait un petit peu à l'avant-garde ou la figure de proue de cette slow fashion qui serait complètement à rebours de la fast fashion aussi décriée. Alors pourquoi est-ce que selon vous, l'Afrique a aujourd'hui toutes les capacités pour devenir un petit peu l'Eldorado de la mode durable? Alors, pour deux raisons. La première, c'est une question de principe. Nous n'avons pas vocation à faire en sorte que notre création et nos collections se retrouvent dans les poubelles de l'Europe et encore moins dans nos propres poubelles africaines. Et lorsqu'on voit que les friperies et certains habits usagés inondent les marchés africains, nous partons du principe que c'est inacceptable et que de ce fait, puisque nous écrivons les futures lettres de noblesse de notre mode et notre création, il faut qu'elles soient responsables. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, par définition, la création africaine est une création qui met en son cœur, l'artisanat d'exception. Donc des productions en petite quantité, qui respectent en fait l'utilisation de procédés qui sont naturels et qui ne sont pas encore industrialisés, et aussi l'utilisation de matériaux nobles qui s'inscrivent en fait dans cette slow fashion. Donc, en écrivant le futur de cette mode africaine, l'enjeu, même si nous faisons un vœu d'industrialisation, c'est de faire en sorte que cette industrialisation soit responsable et que nous puissions être fiers d'avoir une mode à la hauteur de nos ambitions et de nos exigences de respect de l'environnement et de respect en fait de notre terre. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez être fiers de cet ouvrage. Merci. Donc, je rappelle le titre, Iconic Africa, la mode de demain sera africaine ou ne sera pas, et ça vient de paraître aux éditions Débat Public. Merci beaucoup, Laurine. Merci infiniment, Blanche. Merci.